Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Procès sur la fraude au baccalauréat 2017. Le verdict est tombé. Les peines pour les accusés varient de 6 mois à 5 ans ferme. Des sentences jugées acceptables par la défense. Cheikh Hadjibou Soumaré, candidat à la présidentielle de 2019, l'ancien Premier ministre et président de la commission de l'UMOA entend bientôt l'officialiser. Il était en tournée à Niassane. Attention, danger, les carburants destinés à l'Afrique sont mélangés à des substances nocives à la santé. Une révélation de l'inspection pour l'environnement humain et les transports des Pays-Bas. On en parle dans ce journal. Et puis les assurances du ministre de l'Hydraulique sur la pénurie d'eau. Selon Mansour Faye, le déficit sera résorbé à 50% avec la réception de nouveaux forages à partir de ce 20 juillet. Il a déclaré ce matin lors du lancement des travaux de forage hydraulique à Dieuppeul-Derklé. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le tribunal de Dakar a rendu ce matin son verdict sur le procès des fraudeurs du baccalauréat 2017. Des peines variant de 6 mois à 5 ans de prison ferme ont été infligées aux différents accusés. Des sentences jugées acceptables par Maître Aboubakri Baro, avocat de la défense. Dans ce dossier, je propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Hassan Affal. Et je précise que fort heureusement pour nous, ils ont eu à bénéficier de la clémence de la justice. Ils ont été libérés. Il y a une dame qui a été relaxée, purement et simplement. Il y en a d'autres élèves qui ont eu des peines allant de 2 mois avec sursis jusqu'à 1 an. Cela veut dire que c'est des peines qui couvrent complètement le temps de leur détention. À partir de ce moment, ils sont libres, ces personnes-là. Par contre, il y a eu d'autres personnes dans cette affaire qui ont eu à bénéficier d'une peine que je qualifie de ferme, de sévère. Il s'agit du professeur du lycée de Kaon qui a eu une peine de 5 années ferme avec une amende de 2 millions. Abdoulaye Ndour, qui est au lycée Yala Souren, a eu malheureusement la peine de 2 ans avec 18 millions d'amende avec confiscation de ses biens au profit du trésor public. De façon générale, nous estimons que la décision est satisfactoire dans la mesure où les clients pour le compte desquels on intervenait sont tous libres. Donc c'est une décision que nous saluons parce qu'empreinte quand même de sagesse, d'humanisme et de clairvoyance. Toujours dans l'actualité judiciaire, le leader de la convergence socialiste et proche de Khalifa Sall, Abba Mbaye, a été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Louis. Il était poursuivi pour outrage à agents. Ses partisans et autres proches ont très tôt pris d'assaut le tribunal. Parmi eux, son père, Abdou Mbaye, qui a salué la décision de la justice sénégalaise. Ses propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. La vérité a été brandie par tous les avocats qui sont passés. 6 avocats qui ont dit la même chose de façon différente d'un avocat à un autre. On dit que la vérité. Et que ces garçons qui sont là pour travailler, ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des malfrats. Ils sont là pour travailler. On doit respecter le travail qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas demander à des gens qui sont dans la rue préfabriquer des témoignages et vouloir charger des jeunes qui ne sont là que pour travailler. Les témoins qui ont été cités par-ci, par-là, des mineurs, des étrangers, des gens qui ont pris la fuite d'air, qui ne peuvent pas témoigner parce que, en fin de compte, ils savent qu'ils ont été manipulés, ils ne sont pas venus. Nous remercions Allah encore une fois de nous avoir permis de vivre cette journée de vérité. Et il n'y a que la vérité qui triomphe tout le temps. Khalifa Sall, justement, a fauté et il a été emprisonné par la justice sénégalaise. Dixit Ahmed Sarr, le tout nouveau coordonnateur de la DSE France, à peine installé. Le nouveau patron de la PR France se dit satisfait d'avoir réussi sa première mission de réunification du parti au pouvoir qui était déchiré par des querelles internes. Une correspondance signée Ibrahima Kamara.
À peine installé, le nouveau coordonnateur de la DSE France, Hamé Sarr, répond à la décision de la CEDEAO et plaide pour une justice sénégalaise indépendante. Khalifa, il a fauté dans ses exercices, dans l'exercice de ses fonctions. La justice l'a condamné et l'a mis en prison. La CEDEAO, c'est une autre instance, mais le Sénégal est un État souverain. C'est une autre instance communale, mais le Sénégal est un État souverain. Les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall sont loin d'inquiéter le président Macky Sall, poursuit-il. Mais Karim, qu'est-ce qu'il a gagné au Sénégal? Moi, personnellement, si on me met ici en France contre Karim, je gagne. Moi, personnellement, je gagne Karim en France. En quoi on peut avoir peur de Karim Wade? Je ne crois pas. Et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi ce débat-là. Quelqu'un qui n'a pas gagné dans son bureau de vote, quelqu'un qui n'a pas gagné dans sa ville, dans sa commune, comment peut-il gagner sur le plan national? Et s'il a un nom aujourd'hui, c'est parce qu'il a été en prison. C'est parce que les gens en ont fait quelque chose. La paire de France, qui était récemment plongée dans une léthargie profonde à cause des divergences, est réunifiée. Le parti s'est mobilisé, le parti s'est retrouvé, le parti s'est réunifié. C'est ce que j'ai demandé et c'était ça ma mission. Je considère à cet instant que j'ai réussi ma première mission. La deuxième, c'est le travail. Retourner, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les sections. Faire de proximité, du porte-à-porte. Aller dans les foyers, aller dans les maisons, apporter la bonne parole, apporter le message du parti et du président. Les femmes ont fumé le calumet de la paix à cette occasion. Les militants APR venus de partout en France se sont réjouis de l'ambiance bonne humeur retrouvée au sein du parti au pouvoir. Ibrahima Kamara, l'État du Sénégal doit respecter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour d'appel d'en tirer toutes les conséquences. Ce réquisitoire du procureur général Lassana Djabi est très sage selon Maître Hassan Diomandjaï de la Ligue sénégalaise des droits humains, de l'avis du professeur Ndiogou Sarr, maître conférencier à la faculté de droit. Cette sortie est la conséquence logique donc après la décision. Sujet à signer Al-Hassan Ba et Abdoulaye Diallo. Son réquisitoire continue de faire débat. Lassana Djabi s'illustre le droit de l'homiste. Se dit soulagé. Je pense que ce sont les ONG de défense des droits de l'homme qui sont plus soulagées aujourd'hui. Parce que ça aurait été un crime, un assassinat contre cette cour d'abord, mais contre le combat que nous avons mené jusqu'ici. Nous savons que cette cour joue un rôle irremplaçable. Les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO s'imposent à tous les États membres et le procureur Lassana Djabi a raison d'agir ainsi. Il est dans son rôle, selon le professeur de droit. On ne peut pas faire partie d'une organisation aussi importante, la dimension de la CEDEAO, souscrire à son acte constitutif, ce qui reconnaît implicitement toutes les compétences de cette organisation, y compris les compétences qui découlent des institutions connexes, comme la Cour, et dire que les décisions qui seront issues de cette organisation ou de ces institutions n'auront aucun impact sur vous, alors que vous êtes État membre. Quand on reconnaît la compétence de la Cour, dans les dispositions de la Cour et l'article 15 in fine, on dit que les décisions de la Cour s'imposent aux États membres. Quand on dit s'impose, est-ce que ça l'envoie au caractère contraignant ou à l'obligation? Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Dès lors que les choses qui ont été violées, c'est des choses qui ont une certaine importance dans le cadre de la procédure, on ne peut pas dire que cela n'aura aucun impact sur. Là, toutes nos excuses pour cet élément qui n'est pas allé à son terme. La Cour de justice de la CEDEAO déboute l'État du Sénégal dans la détention du député maire de Dakar. La justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest juge arbitraire la détention de l'idylle de Dakar après son élection en tant que député en 2017. Cheikh Hassan Affal nous fait la lecture du verdict de la Cour de la justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO lave à grande eau le député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Dans son verdict pour l'affaire opposant Khalifa Sall, Mbaye Touré et compagnie contre l'État du Sénégal, la Cour de justice de la CEDEAO estime que l'État aurait dû enclencher tous les mécanismes possibles pour permettre au nouveau député de bénéficier de son immunité parlementaire. De ce fait, la juridiction de la CEDEAO condamne la détention de Khalifa Sall durant la période suivant son élection à l'Assemblée nationale et la juge comme étant arbitraire puisque l'État s'est résolu à solliciter et à obtenir la levée de son immunité parlementaire le 25 novembre 2020.
2017. En l'espèce, la Cour de justice de la communauté a abouti à la violence du droit à l'assistance d'un conseil, du droit à la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable des requérants. La Cour de justice se déclare par la même occasion compétente à examiner la requête de Khalifa Ababakar Sall et de ses coprévenus et condamne l'État du Sénégal à payer aux requérants la somme de 35 millions de francs CFA à titre de réparation. En politique, toujours, LDR Yessal APR. Le mariage est scellé. Il ne reste qu'à concrétiser certaines formalités. Modou Diagne Fada a reçu une délégation des cadres de l'APR dirigée par Aminata Touré qui lui a transmis le message du chef de l'État qui compte beaucoup sur le soutien de Modou Diagne Fada que je vous propose d'écouter ainsi qu'Aminata Touré. M. Modou Diagne Fada a exprimé disons, la large convergence de vues qu'il a eue avec Monsieur le Président de la République sur les affaires du pays, sur la situation pas seulement nationale d'ailleurs, mais également internationale et également dans le contexte politique de notre pays. Il a rappelé qu'il a eu, disons, de larges accords avec le Président de la République, qui a dépêché donc cette délégation pour approfondir les points de discussion qui ont eu lieu et à l'issue de cette réunion, nous avons effectivement défriché voilà, un grand champ et nous sommes très optimistes, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous de l'Alliance pour la République. Nous pensons pouvoir compter sur une collaboration franche, sincère avec le parti Yessal de M. Modou Diagne Fada. L'élection présidentielle est une élection importante, en tout cas celle de 2019 est une élection importante. Et en ce qui nous concerne, nous comptons jouer pleinement notre rôle pour soutenir un candidat pour faire avancer le pays, un candidat pour développer davantage le Sénégal. Et je dois dire que compte tenu de tout ce que nous avons vu et tout ce que nous avons entendu la dernière fois et aujourd'hui, nous sommes sur une bonne voie pour aller avec le candidat qui présente le meilleur profil. Et dans ce cadre-là, les jours à venir, peut-être la semaine prochaine, le bureau politique de notre parti doit rencontrer le candidat Macky Sall, le président de la République, pour approfondir les choses et certainement mettre un terme à ce long processus. Cheikh Hadjibou Soumaré, lui, est candidat à la présidentielle de 2019. L'ancien Premier ministre va l'officialiser bientôt. Il a dit à Ndiassane où il était en tournée. Une correspondance signée chez Anta Diop et Seylatia. Ndiassane, la première étape de la tournée de Cheikh Hadjibou Soumaré auprès des chefs religieux du Sénégal, accompagné d'une forte délégation. Il a décliné son ambition de briguer les suffrages des Sénégalais lors des prochaines élections présidentielles de 2019. C'est dans la poursuite des visites que j'ai prévu de faire à tous les chefs religieux de notre pays pour leur expliquer surtout le sens de notre action. J'étais venu pour lui parler du Sénégal et de ce qu'on voudrait faire, nous, en tant que citoyens, ce qu'on voudrait, quel Sénégal nous voulons proposer certainement aux Sénégalais dans les prochains jours. C'est tout le sens de ma visite aujourd'hui. Et vous connaissez les relations aussi qu'il y a entre Ndiassane et moi-même. Depuis des temps anciens. L'officialisation sera faite dans quelques jours. Nous nous efforcerons d'expliquer pourquoi nous pensons qu'il faut qu'il y ait un autre Sénégal. Et nous allons essayer de l'expliquer aux Sénégalais. Le 22, Inch'Allah, je me prononcerai sur toutes ces questions et il n'y aura pas de problème. Je m'adresserai aux Sénégalais. Le khalife général des Kounti de Ndiassane, Mamadou Kounta, a formulé des prières à l'endroit de Cheikh Hadjibou Soumaré. Pour lui, l'ancien Premier ministre et président de la commission de l'IMOA a toutes les compétences pour assumer n'importe quelle charge publique.
Thierno Alassane Sall tire à boulet rouge sur le chef de l'État Diourbel. L'ancien ministre s'étonne du fait que certains continuent à faire confiance à Macky Sall dans cette partie du pays. Il s'en est également pris aux institutions telles que l'Assemblée nationale, le CSE ou le HCCT qui coûtent beaucoup à l'État du Sénégal. Je vous propose d'écouter, il est interrogé par Babacar Diouf. Au bout de 7 ans pratiquement de mandat, quand on dit que le Sénégal est émergent et que des villes comme Diourbel, comme Tambacounda, comme Khombol, comme Thiès et tant d'autres, notamment ces villes qui étaient traversées par le rail ou qui étaient dans le cœur du bassin arachidier, sont en train de se mourir sans aucune perspective et sans aucune activité génératrice de revenus ou qui puisse retenir les familles. En réalité, le Sénégal n'est pas en train d'émerger, il est en train d'immerger. Le Conseil économique et social aurait dû d'ailleurs être renouvelé parce que leur mandat est arrivé à l'expiration. Mais je crois comprendre que c'est par calcul purement politique que son renouvellement n'a pas été fait. Pour ne pas que ceux qui vont perdre le mandat soient des frustrés et ne votent pas, ou que ceux à qui on avait promis des postes à l'occasion du renouvellement ne voient pas les promesses tenues et soient aussi grossissent le rang des frustrés. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique et social et même l'Assemblée nationale auraient pu disparaître sans qu'on s'en rende compte aujourd'hui parce que toutes les décisions prises ne sont que l'exécution des décisions du président de la République. Qui peut dire que le Conseil économique et social et environnemental a pu inspirer quoi que ce soit qui a pu avoir un impact sur le Sénégal? Et pourtant, au minimum 8 milliards ou 5 milliards par an sur 5 ans. Nous parlons santé à présent avec les malades du cancer qui peuvent pousser un grand ouf de soulagement. La machine radiothérapie sera fonctionnelle dans 48 heures. Selon le ministre de la Santé, il ne s'agissait pas d'une panne, mais plutôt de pièces à changer. Je propose d'écouter Abdoulaye Diouf Sarr, interrogé par Habib Faye. Le tollé qu'avait effectivement occasionné la panne de la radiothérapie, nous étions effectivement avec un système Cobalt, et immédiatement le Sénégal a décidé d'investir pour mettre à la disposition des populations 2 accélérateurs de particules, des machines extrêmement modernes, à l'hôpital Aristide Le Dantec, mais aussi à l'hôpital de l'Al-Djam. Aujourd'hui, ces 2 machines fonctionnent normalement. Et à Le Dantec, hier, on a eu effectivement un petit problème dans la mise en œuvre de démarrage qui a nécessité le changement d'une pièce. Et cette pièce-là déjà est disponible et est en train d'être changée. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, les carburants destinés à l'Afrique sont mélangés à des substances chimiques nocives pour la santé. C'est une révélation de l'inspection pour l'environnement humain des transports des Pays-Bas. Ils se sont basés sur une étude portant sur les cargaisons de 44 tankers en partance pour l'Afrique de l'Ouest. Écoutons à ce propos les explications de Bachir Dramé. Il est expert, il en parle au micro de Mambiram Diouf. Il faut préciser d'abord que le carburant qu'on nous envoie ne vient pas par hasard. Il vient en réponse à un certain nombre de critères que nous définissons nous-mêmes. Vous avez des pays qui sont à des normes que vous ne pouvez même pas imaginer, où le taux de soufre est extrêmement élevé dans le carburant, dans la composition. Vous avez des pays où c'est acceptable. Vous avez des pays où il n'y a aucun... Ils sont à un niveau 0, comme dans le cas du Maroc. Donc c'est une question de volonté, c'est une question d'acceptation des normes et une question d'édiction des normes. Maintenant, il va falloir réfléchir à tout ça, mais surtout réfléchir sur la distribution des produits pétroliers au Sénégal, où vraiment nous avons assez d'expertise pour pouvoir en discuter, échanger et surtout édicter et recommander pour que, en tout cas, nous puissions ne plus connaître ces cas de figure-là. C'est la question de la distribution de la licence, c'est la question de la surveillance, c'est la question de découpage du territoire, c'est aussi la question de la révision fondamentale du code pétrolier qui est en cours. Peut-on s'attendre à une hausse du prix du carburant après l'augmentation du prix du baril de pétrole? Le risque est réel si la tendance se poursuit, c'est du moins l'avis du consultant expert pétrolier Bachir Dramé qui s'est confié à nos reporters Mam Biram Diouf et Thierno Laurent Mendy.
Prix actuel 595 francs le litre du gasoil, 695 pour le super. Prix appliqué depuis plus d'un an maintenant. Entre-temps, le prix du baril du pétrole est passé d'environ $30 à 70,86 $ actuellement, soit une augmentation de $40. Pourquoi alors cette stagnation du prix? Que depuis très longtemps, les prix ont été bloqués. Et pourtant, il y a eu des hausses substantielles du baril du pétrole sur le marché international. Donc l'État utilise ces moyens de régulation, notamment au niveau des taxes qui sont prélevées, pour pouvoir faire des économies assez substantielles qui leur permettent de faire face. Et je pense que c'est un système assez efficace et qui marche jusqu'ici. Maintenant, il est important de souligner que ce système de régulation, qui est un système choisi, voulu, répond à une politique bien efficiente définie au préalable. Ce qui me semble assez pertinent. Si l'État a une très grande marge de manœuvre sur le prix des hydrocarbures, récupérant 40% de taxes n'empêche le risque de voir une augmentation du prix de l'essence et du gasoil, par exemple, est réel. Le risque est toujours là. Le problème fondamental, c'est de savoir jusqu'à quel niveau ce risque est supportable ou est encadré. C'est ça la question de fond. Le pari continu à un certain niveau, est-ce que ce serait supportable? Est-ce que la régulation pourra intervenir le cas échéant? C'est ça la question de fond. Bien évidemment, ça, c'est une question d'expertise économique et de prévision, de prévention. C'est ce qui est souhaitable, hein, que l'on puisse tenir jusqu'à ce qu'en tout cas, nos premiers barils de pétrole puissent sortir et que nous puissions être un pays producteur. Nous serons dans les standards qui nous permettront effectivement de faire face et de réguler, d'autant plus que la facture pétrolière va être drastiquement diminuer. Malgré les niveaux records de pétrole à travers le monde, on note une hausse fulgurante des cours du baril. Le Sénégal doit donc en profiter d'ici 2021 avec l'exploitation du pétrole annoncée. Je vous l'annonçais également dans les titres de cette édition. Pénurie d'eau à Dakar. Le ministre de l'Hydraulique donne des assurances. Le service, selon Mansour Faye, va connaître une amélioration avec la réception de nouveaux forages, ce qui va résorber 50% du déficit à partir du 20 juillet. C'était lors du lancement des travaux de forage hydraulique à Dieuppeul-Derklé. Compte rendu signé Souadou Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Depuis bientôt 3 mois, la capitale est marquée par une pénurie d'eau. Un manque qui touche beaucoup de zones. Le ministre Mansour Faye se prononce sur le retour à la normale. À partir du 20, au peut-être de toute façon, on aura une nette amélioration. On va couvrir à peu près la moitié du déficit. Avec la mise en œuvre des forages de Bayar, environ 15 000 m3, la déconnexion des maraîchers qui seront alimentés à partir d'autres sources. On pourra tirer là-bas environ 10 000 m3, ça fera 25 000 m3. Et la mise en marche de la 4e pompe de Komon-Mansar qui se fera dans la lancée, nous pourrons à ce jour, en tout cas à ce moment-là, pouvoir maîtriser une bonne partie des déficits et couvrir plus de 50% des déficits, ce qui va améliorer considérablement, en tout cas la desserte en eau. En attendant de résoudre les problèmes d'eau, les travaux de forage hydraulique sont lancés à Dieuppeul-Derklé. C'est des forages, disons, dédiés, qui vont permettre, en tout cas, par rapport aux zones ciblées, Sicap, Liberté, Benetali, Niaritali, de pouvoir disposer de l'eau 24 heures sur 24. Pour nous, en tout cas, l'avenir est très clair pour que la problématique de la pénurie ou des pénuries d'eau que nous sommes en train de vivre puisse être réglée une bonne fois pour toutes. Le patron de l'hydraulique ose espérer qu'avec l'usine de dessalement, dont la mise en œuvre est prévue prochainement, les soucis liés à l'eau ne seront bien qu'un mauvais souvenir. Le Front social a à présent violation des règles qui régissent le fonctionnement de la Croix-Rouge. Manque de transparence, les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise en veulent à leur président national. Ils accusent Abdoulaziz Diallo de fouler aux pieds les règles qui régissent l'institution et demandent son départ. Compte rendu signé d'Issa Prera. Encore une fois, ils reviennent à la charge. Ces volontaires de la Croix-Rouge ne demandent ni plus ni moins que la publication du rapport financier de l'institution. Ce que nous revendiquons, c'est la publication d'abord de ces résultats, c'est-à-dire ce qui veut rétablir la Croix-Rouge départementale de Pékin dirigée par M. Ousseynou Badio dans ses droits. Ensuite, de rétablir la Croix-Rouge régionale de Dakar dirigée par M. Babacar Sow dans ses droits. Ensuite, depuis qu'il est là, il n'a jamais fait de bilan financier. Donc nous revendiquons la situation financière de la maison parce que vous savez tant bien que moi que les travailleurs sont en grève depuis longtemps même. Ils revendiquent leur salaire.
leur versement à l'EPRES, à la Caisse de sécurité sociale et j'en passe. Ces volontaires accusent le président de la Croix-Rouge d'avoir violé les textes en ce qui concerne le renouvellement des comités départementaux de Pékin. Il a violé sciemment les textes de la Croix-Rouge, les statuts, en voulant imposer ces hommes à Pékin. Alors que les statuts disent que pour avoir un comité local doit être installé par le président départemental et validé par le président régional. Il avait dit que ces protégés avaient 10 comités locaux, que le président départemental de Pékin d'alors, M. Adama Kamara, n'avait pas installé et que le président régional, M. Babacar Sow, n'a pas validé. C'est une preuve de faute. Ces volontaires qui ont assiégé les locaux de l'avenue Roosevelt depuis quelques jours, ils ont également décidé d'intensifier la lutte si Abdou Aziz Diallo continue de violer les règles de la Croix-Rouge. 10 après cet incendie au marché Ocas de Touba, 2 grands magasins de matelas complètement consumés par le feu, dégâts énormes mais pas de perte en vie humaine. Vous avez suivi les explications du lieutenant Ousmane Lo dans le journal en Wolof avec Fatou Kinedem. Retard de l'exécution des travaux de réalisation de la route nationale numéro 2. Les élus locaux des 4 départements concernés se prononcent à l'occasion d'une journée d'évaluation. Des changements sont à l'origine des rallonges de calendrier et les responsables du projet annoncent la mise en circulation en décembre prochain. Les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelnian et Seydou Sarr. Lancé depuis mars 2017 par le chef de l'État, le projet de construction de la RN2 n'a toujours pas atteint sa vitesse de croisière. Les lenteurs qui rendent difficiles les mouvements des populations qui longent la distance qui sépare Ndioum à Bakel. On a commencé ça tard, et alors qu'on est en saison de pluie, donc ça pose beaucoup de problèmes. Surtout au niveau de Kanel Ourossogui Hamed Gounar, il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a des contournements sans sécurité. Alors il y a encore des problèmes sur la route. Il y a des ponts qu'on a cassés et alors qu'il y a beaucoup de pluie. Souvent c'est lent, vraiment c'est lent. Des lenteurs certes, mais qui se justifient bien selon les responsables du suivi et évaluation du projet de route qui s'étend sur plus de 250 km. Pour les travaux, c'était prévu pour 22 mois. Les travaux se déroulent convenablement. Mais il y a eu un changement de la structure de la chaussée. C'est-à-dire on veut mettre maintenant de la grave bitume, ce qui va engendrer des coûts supplémentaires et un rallongement des délais. Un rallongement des délais, mais cela se justifie parce que nous voulons avoir une route de très bonne qualité qui va dans l'avenir réduire les coûts d'entretien avec la grave bitume. C'est ce cas qui fait que le rythme des travaux est lent. Mais sinon, le projet se déroule selon le calendrier préétabli. Plus d'1 an après le début des travaux, les élus des départements de Podor, de Matam, de Kanel et de Bakel viennent d'être conviés à une rencontre d'évaluation à mi-parcours. Une journée d'échange au cours de laquelle il a été annoncé pour décembre 2019 la mise en circulation. Et puis la colère des commerçants de Rufisque. Ils fustigent l'absence de concertation sur le projet de modernisation du marché central, le Carré d'Or. Ils ont tenu une assemblée générale et investi la rue pour manifester leur mécontentement et ils réclament l'arbitrage du chef de l'État. Les détails dans cette correspondance signée Ousseynou Thiam et Armandou Bambasamba. Les commerçants du marché central de Rufisque continuent de s'insurger contre le projet de modernisation du marché central. En assemblée générale suivie d'une marche, ces commerçants parlent de manque de concertation autour du projet dénommé Carré d'Or. Ce projet est feutré de zones d'ombre, plongeant ainsi les commerçants et la population de Rufisque dans le désordre la plus totale et dans l'incertitude. Car jusqu'au moment où nous parlons, aucune discussion sérieuse n'est entretenue entre les commerçants et les autorités locales. Nous sommes pour ce projet de développement. Mais il faut savoir comment faire ce projet-là. Puisque on ne peut pas vraiment venir là où des milliers de personnes se trouvent et que vous les déguerpissez comme ça sans parler avec eux. Très en colère, ces commerçants réclament l'arbitrage du chef de l'État. Et que nous allons jusqu'à terme, jusqu'à perdre nos vies. Parce que
Quand on n'a pas de travail, on n'a plus de dignité. Et quand on n'a pas de dignité, on est mort. Donc on va jusqu'à la mort. Voilà. Nous demandons au président de la République de venir en aide à ces populations, à nous les commerçants de Rufisque, pour qu'une fois pour toutes qu'on règle ce problème-là. Au-delà de leur mouvement d'humeur, ces commerçants promettent de poursuivre la lutte jusqu'à ce qu'il y ait de sérieuses concertations sur ce projet de modernisation du marché central de Rufisque. Malgré leur carte d'égalité des chances, près de 300 personnes handicapées dans la commune de Bourg ne bénéficient pas de soins de santé. Ces personnes vivant avec un handicap dénoncent cette situation car ils estiment qu'elles ont droit à ce service. Les responsables de mutuelles de santé expliquent ce problème par un manquement dans le fichier remis par la CMU. Les détails avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La question du gel ou non de l'année en cours dans les UFR sciences juridiques et politiques et sciences appliquées et technologies de l'UGB ne pourra être étudié qu'après l'exécution des directives faites au UFR de poursuivre les enseignements jusqu'à la fin du mois de juillet ou au besoin jusqu'à la fin du mois d'août. C'est la seule décision prise par l'Assemblée universitaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis après plus de 10 tours d'horloge de l'Assemblée de l'université. Les détails avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Il a fallu plus de 10 tours d'horloge aux autorités universitaires de Saint-Louis pour prendre la bonne décision lors de l'Assemblée de l'université qui s'est tenue mercredi 11 juillet. Finalement, il a été décidé de demander aux différentes UFR de poursuivre les enseignements jusqu'à la fin du mois de juillet avec la possibilité de prolonger les cours jusqu'à la fin du mois d'août. Toutefois, le problème est loin d'être réglé car, malgré cette décision, le syndrome d'une année invalide ou blanche guette toujours les UFR des sciences juridiques et politiques et l'UFR des sciences appliquées et technologies pour statuer sur le sort de ces UFR, à savoir la suspension ou non des activités. Pour le moment, le sort des étudiants reste suspendu à la décision des conseillers pédagogiques, des étudiants qui promettent d'ailleurs de réagir dans les prochains jours. Les nouveaux responsables de l'université se trouvent présentement dans une situation assez délicate compte tenu de la situation de panique générale qui prévaut au sein du campus universitaire où personne ne sait apparemment où donner de la tête. Et puis en mode basket, Thiès qui accueille un camp international de basket et le futur des jeunes internationaux évoluant dans les plus grands championnats européens ont fait le déplacement pour former les joueurs locaux. Les techniciens ont appelé la fédération de basketball à suivre ces jeunes pétris de talent pour qu'ils puissent intégrer, pourquoi pas dans l'avenir proche, l'équipe nationale du Sénégal. Cher Anta Diop. Ils évoluent tous dans les championnats européens. Ces jeunes basketteurs, pour la plupart des internationaux, sont revenus au pays pour un camp de basket afin de former les jeunes basketteurs sénégalais. Depuis 20 ans, je suis sur le milieu et j'ai amené beaucoup de jeunes garçons. Et maintenant, ils sont là de retour pour leur pays et pour la fédération. Aujourd'hui, ce n'est pas un camp de basket, c'est la fête. Donc, je voulais organiser une fête de basket, de retrouvailles entre mes joueurs, entre les entraîneurs, les anciens basketteurs, la fédération et les jeunes talents qui sont là. Ce sont des zones tous qui évoluent en Europe, la majeure partie en Espagne. Et certains d'eux, ils sont en train de jouer première division en Espagne. L'un d'eux, il est dans l'équipe nationale d'Espagne, Eliman Diop. Et les autres, ils sont en France. Selon Idrissa Sissoko, assistant coach de l'équipe nationale des U20 filles du Sénégal, il appartient à la Fédération sénégalaise de basket de suivre ces jeunes basketteurs pour qu'ils puissent intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Il y a eu des réels talents, surtout que cet après-midi, on a vu des gosses qui jouent en Europe, certains dans l'équipe nationale d'Espagne, d'autres qui jouent dans le championnat pro Espagne, d'autres qui jouent en France, en Italie. On a vu du réel talent, des jeunes Sénégalais qui savent jouer au basket et qui a régalé le public aujourd'hui. La fédération ne peut pas tout faire. Donc il faut des centres comme ça qui peuvent aider la fédération dans sa mission, qui est de détecter les jeunes à bas âge et essayer de les mettre dans les équipes nationales jeunes pour que le Sénégal ne les perde pas. L'heure a peut-être sonné pour le Sénégal. Ces futurs pensionnaires de l'équipe nationale de basket ont confirmé tout leur potentiel. C'était le dernier élément de ce journal. Ne ratez surtout pas dans quelques instants le journal du mondial. C'est avec Ibrahim Khan. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.